Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 27 mai 2022, donc le dernier brief de cette semaine. On parlera du Bitcoin, Ethereum qui est plus intéressant que le Bitcoin, et on parlera aussi du CPI aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, yes, aux US normalement, à 2h30. On verra s'il y a un ralentissement de l'inflation ou non, et les impacts que ça pourra avoir sur le marché. Et on parlera aussi de HBAR, j'ai vu qu'il est un peu revenu en commentaire. En parlant d'altcoin, je vois vos altcoins en commentaire. J'ai fait une newsletter que vous pouvez rejoindre, c'est totalement gratuit, dans laquelle vous recevrez 1 à 2 fois par mois une analyse exclusive. Donc j'enverrai aux personnes qui ont rejoint la newsletter une analyse de vos altcoins préférés. Donc que ce soit, je sais pas, EGLD, Polkadot, peu importe, hein, BNB, etc. Je note un petit peu tout, même des altcoins un peu moins connus, mais qui reviennent en commentaire. Et vous aurez des petites analyses exclusives de ces altcoins, et également quand il y a vraiment du mouvement ou des mouvements importants, voilà, des petites alertes ou des mises à jour de marché. Ah, là il se passe ça, là il se passe ça. Ah, ça vaut le coup de se focus sur le marché. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a juste à rentrer le mail. Vous l'entrez, vous faites je m'inscris ici, et voilà, vous êtes inscrit, et bientôt vous recevrez les vidéos de ces analyses altcoin. Alors du coup, le Bitcoin, on s'en fout, on zappe, on passe sur Ethereum directement. ETH BTC, donc ETH BTC qui commence un petit peu à s'enfoncer. On a vu hier que la Dynamic Weekly, bon, bah, il y a quelque chose de pas clean ici, enfin c'est plutôt bearish au niveau de la dynamique. Ça reste du range globalement, hein, entre ces deux bornes, avec une tentative de breakout qui a échoué, avec du MDR ce qui est pas très bullish, derrière M-Weekly ce qui est pas du tout très bullish, donc le rallye d'Ether contre Bitcoin semble terminé pour l'instant. Également une chose à ajouter, c'est que oui, ce M se forme et que également on pourrait y voir une épaule, tête-épaule, hein, qui est en train de se former en échelle weekly. Je vais faire ça pour que vous puissiez bien voir, épaule, tête, épaule. Et du coup, si je le mets ici, c'est où? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces outils. Tac, 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 tac. Head and Shoulders, donc c'est ici. En gros, tac, tac, avec une ligne de cou un petit peu penchée. Voilà, quelque chose comme ça. Épaule, tête, épaule. J'en ai déjà vu des plus jolies, bien évidemment, ou sinon on peut prendre celle-ci, voilà. Épaule, tête, épaule. Celle-ci est beaucoup plus belle. Voire même épaule, tête, épaule. Non, épaule, tête, épaule. Bon, là, c'est pas trop ça. Il aurait fallu avoir quelque chose aussi comme ça. Mais bref, donc épaule, tête, épaule. Ce qui est une figure de retournement chartiste, long terme ici, parce qu'on est en weekly. Donc, voilà, on peut se dire que le rallye d'Ether Bitcoin est fini, que la Bitcoin dominance va probablement remonter, que Bitcoin sera l'asset le plus fort dans les phases de marché à venir, donc peut-être jusqu'en 2023-2024. Ok, donc ce qui veut dire que les retracements de Bitcoin seront plus profonds que les altcoins. Je prends un exemple tout con. On prend ici, je sais pas moi, le Bitcoin. Ok, si admettons il fait un retracement à 61,8, je dis pas que ça va arriver, mais ça ferait un retour dans les 52 000 $. On prend une altcoin, peu importe. Allez, on prend une altcoin qui me vient en tête, Tezos. Ok, donc là si je prends Tezos ici, hop, on prend Tezos, bah lui il y a de grandes chances qu'il vienne pas en fait à 61,8. Ok, voilà, qu'il retrace pas tout là-haut. À la limite, le Bitcoin, ok, 61,8, Tezos, peut-être voilà, un truc comme ça. Donc voilà, des retracements plus faibles. Après, en termes de retour sur investissement, ça peut être plus important que le Bitcoin, ça, il n'y a pas de problème, mais en termes de retracement, ce sera plus faible. Ou, par exemple, juste, il peut faire un petit truc comme ça, malheureusement. Là où le Bitcoin, lui, comme je viens de vous montrer, pourrait faire un truc beaucoup plus important. C'est ce que ça peut signifier une Bitcoin dominance qui est forte. Et du coup, quand le marché chute, donc quand la capitalisation totale chute, ici, comme ceci, bah, en gros, et c'est ce qu'on a actuellement d'ailleurs sur les altcoins, hein, mais il faut imaginer qu'en gros, là, le market cap, il chute tout simplement, donc l'argent sort des cryptos, ok. Bon, bah, le Bitcoin, il peut avoir une charte comme ça, là où une altcoin, elle peut avoir une charte beaucoup plus baissière que le Bitcoin, parce que le Bitcoin sera plus fort parmi cette baisse, tout simplement. C'est juste ça que ça signifie, et c'est ce qu'on a actuellement sur BTC ETH, tout simplement. On a un Bitcoin qui est encore sur ses supports, lui, il les a pas cassés, enfin, on n'est pas sous le support actuellement. Le support des 28K, il tient toujours, alors que lui, Ethereum, son support, bon bah merci, au revoir, il a lâché donc ici. Je parle du support court terme, hein. Le support ici, il a lâché. Ça, on en a parlé, donc Ether avait des envies d'aller au sud. Bon, on est parti au sud, maintenant, mon problème, il n'est pas résolu. Dans le sens où on n'est pas encore venu chercher la liquidité sous les 1700, et c'est quelque chose que je trouve d'assez bizarre. Pour moi, voilà, on doit aller chercher sa liquidité sous les 1700. Et d'ailleurs, pour parler de liquidité, on a un événement de liquidité dans la journée, ce qui va être le CPI, donc en gros, un petit peu en savoir plus sur l'inflation aux États-Unis. Pour les gens lambda, hein, donc pour les citoyens américains, est-ce que l'inflation, elle progresse ou non?
Si elle diminue, enfin je vais pas dire qu'on va partir dans une déflation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, l'inflation, en pourcentage, elle augmente. Ok, donc il y a toujours de l'inflation sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inflation, elle évolue comment? Est-ce que l'inflation, elle diminue? Donc est-ce qu'on est à plus 4%, plus 3%, plus 2%? Si on est dans quelque chose comme ça, c'est que l'inflation, elle diminue. Il y a toujours de l'inflation. On est bien d'accord. Sur le long terme, il y aura toujours de l'inflation. La monnaie sera toujours dévaluée. Ça, depuis la nuit des temps. Mais l'inflation, la progression voilà, de l'inflation ralentit. Donc là, actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, tac, 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 pour vous la montrer, brief élève, hop, 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 c'est un truc qu'on regarde tous les jours. Ici, bon, bah là, il y a un petit ralentissement. Ça, c'est pas forcément l'inflation. C'est un spread d'obligation qui nous montre ce que font les intervenants du marché. Est-ce qu'ils se couvrent de plus d'inflation ou non? Ici, on est en train de nous indiquer qu'on s'est recouvert de plus d'inflation depuis novembre 2021, ok, et que c'est resté croissant. Mais le précédent CPI, il a été donné lorsque les chiffres étaient sur un plus haut. Là, on a diminué un petit peu. Donc, on peut s'attendre, et ça, on en avait parlé du coup, quand le chiffre montait, on disait que d'après ce spread ici, il y a plus de probabilité qu'on ait une inflation plus importante. Et ça, c'est pas bon pour les marchés actuellement, parce que c'est un peu le narratif qui guide le marché. Hein. S'il y a plus d'inflation, les assets à risque ne vont pas bien. Et là, actuellement, on est en train de nous dire, OK, il y a possiblement un ralentissement de l'inflation. Et du coup, si on nous sort des chiffres inférieurs aux chiffres précédents, on va noter donc une baisse de la progression de l'inflation. Il y en a toujours, mais on va noter une baisse de cette progression. Et ça, le marché peut la prendre de la bonne manière. Et là, actuellement, on voit déjà que le S&P 500, par exemple, pour venir rapidement là-dessus, lui est en train d'aller dans ce sens. On est en train, là, l'action du prix va plutôt dans le sens de oui, on devrait pouvoir obtenir une petite baisse de la progression de l'inflation. Et du coup, le grand questionnement pour avoir un peu de flux d'argent dans les assets à risque, c'est est-ce que la Fed va empêcher une hyperinflation? C'est ça le truc. Parce que tout le monde, enfin maintenant le dilemme que tout le monde a en tête, c'est ok, la Fed elle arrête d'imprimer, on arrête de soutenir les marchés, donc c'est un effondrement des marchés et en plus on retire des liquidités. Mais il y a aussi le cas où la Fed, avec ce qu'elle met en place, ça va empêcher une hyperinflation. L'inflation va se mettre, la progression de l'inflation va se mettre à réduire doucement mais sûrement, et pas de crise économique, et une inflation qui diminue doucement mais sûrement. Donc à ce moment-là, tout va bien, et donc des assets à risque qui peuvent peut-être à ce moment-là reprendre de la valeur. Des institutions, des fonds d'investissement, des gens assez riches, trade ce genre de marché, vont se dire, ok, la Fed a fait les choses bien, ils arrivent à sauver l'inflation, il n'y a pas d'effondrement économique, puisque, ok, ça ne soutient pas les marchés, mais les marchés arrivent à tenir, pas de problème. Parce que j'entends souvent ce oui, la hausse des taux, c'est hyper mauvais pour les marchés. Bon, on est d'accord que quand, pendant 2 ans, tu as un stimulus sur stimulus, on injecte, on injecte, on injecte, on injecte, et il y a des taux négatifs, hein, des taux neutres, pardon, des taux à zéro, bah, il est clair et net que oui, c'est hyper bullish et ça fait en gros une tendance juste magnifique en l'espace de 2 ans où le truc double. C'est énorme pour un indice hein, de doubler en l'espace de 2 ans, voire moins. C'est énorme. Du coup, c'est normal de retracer ça, tout simplement. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va empêcher. En gros, est-ce que le marché peut monter avec une hausse des taux? Bah, la réponse est non. Il suffit de regarder pendant le mandat de Trump, où il y avait aussi des taux qui montaient pendant le mandat de Trump, donc en 2016. Tac, 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 tac. Enfin, si j'ai bonne mémoire, ou 2017 plutôt, enfin, je sais plus, franchement. Ça passe tellement vite, mais les taux, où est-ce qu'ils étaient? 2020, c'est là où ils ont commencé à chuter, voilà, ici. Là, vous avez les taux qui sont fixés par la Fed, donc les taux très court terme. Ici, si je dis pas de conneries, taux 3 mois, nickel, qui montaient. Est-ce que le marché était bearish? Non, de 2016 jusqu'à je sais plus combien, 2019, on avait des taux qui étaient fixés et qui montaient. Et vous regardez du coup de 2016 à 2019, je suis désolé, mais le S&P 500, il s'est pas effondré. Donc maintenant, il y a une incompréhension des nouveaux qui se disent ah, hausse des taux égale crack des marchés. Non, mais 2016-2019, on regarde ici, voilà, 2016-2019, le marché il monte. Hein. Je suis désolé, mais le marché il est haussier. Ok? Oui, il y a de la turbulence, oui, il y a des cracks, enfin il y a des cracks, oui, il y a des grosses chutes de volatilité, puis des grosses remontées, etc. Mais le marché, il est plutôt encore haussier. Là, je suis d'accord avec vous que techniquement, ça pue ça pue des fesses, désolé, c'est hyper, hyper bearish. Grosse structure M-weekly comme ça, c'est hyper mauvais. Je peux pas être plus clair, et encore, je suis gentil, hein. Ça, c'est vraiment affreux, ce genre de structure. Encore plus des structures mensuelles. Hein. Quand je vois des graphes comme ça, honnêtement, j'ai vraiment envie de me barrer du marché américain quand je vois ça. Si j'étais vraiment investi dans le marché US, j'aurais dérisqué énormément ici. Enfin bref, c'est hyper moche, ok?
Mais, quoi qu'il en soit, il ne faut pas faire ce rapprochement de hausse des taux, ça y est, le marché s'effondre. Non, pas forcément. Parce qu'on a vu qu'on a déjà eu une hausse des taux pendant 3 ans et puis le marché montait. Bon, Trump gueulait, disait baisser les taux, baisser les taux, baisser les taux, c'est la merde, c'est la merde. Bon, au bout d'un moment, bam, crack Covid, etc. Et aussi des périodes de turbulence que Trump il aimait pas trop. Enfin bref, tout ça pour dire que un marché peut monter avec une hausse des taux. Donc maintenant, le dilemme, comme je viens de le dire, c'est est-ce qu'on va empêcher une hyperinflation et pour autant éviter une crise économique. C'est juste ça en fait le dilemme. Et si on se rend compte que oui, en fait, la Fed fait bien les choses et on empêche une hyperinflation et que le marché s'effondre pas, les gens vont se dire ah ouais, on s'attendait tous à un crack, un effondrement économique, sauf que en fait, non, la Fed elle arrive à réduire l'inflation. Donc oui, on va plus manger un bull market aussi fort, mais un marché qui range comme ça, ça pourrait arriver quoi. Et donc du coup, on serait plus dans quelque chose de hyper bearish, mais dans plutôt du range, jusqu'à ce qu'on puisse retrouver un marché haussier. Maintenant, si vraiment l'inflation, oui, certes, on arrive à la contrôler un petit peu, donc la progression, elle fait ça, puis au final, elle refait ça, alors là, le marché va pas du tout apprécier, et donc là, il faudra s'attendre, et du coup, à quelque chose comme ça d'assez violent, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, on verra ce que la Fed fera pour pouvoir pallier à tout ça, tout simplement. Ok ? J'ai essayé d'être le plus clair, j'espère que c'était assez clair, mais actuellement, voilà, on est en train de pricer possiblement que les chiffres soient bons parce que l'action du prix est assez bullish. Si l'action du prix était bearish, c'est qu'en tête, les intervenants auraient quelque chose de bearish en tête, des prix, enfin des chiffres très mauvais. Et le spread, ce que j'utilise, m'indique plutôt, oui, un petit ralentissement de la progression de l'inflation, donc quelque chose qui devrait être assez intéressant. Et du coup, tout ça pour dire que le S&P 500 hier est monté, et bizarrement, Bitcoin et Ethereum ne montent pas. Parce que je sais pas, mais en gros, mon raisonnement est qu'on a un événement de liquidité aujourd'hui. Ok, donc les marchés risquent d'être volatiles pendant justement la publication des chiffres. Donc ça peut accélérer, puis faire ça, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Vous regardez les précédentes publications, vous verrez que sur du court terme, il y a des grosses mèches dans tous les sens, des gros mouvements. En gros, sur du 5 minutes ou du 1 minute, ça peut faire ça, littéralement. Donc, ok, les chiffres sortent, c'est positif, bam, et puis derrière, hop, un truc comme ça. Ok, parce que la direction peut vraiment être baissière. Tout simplement. Ok, donc voilà, à surveiller sur du court terme. Tout simplement. Et du coup, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus pour la liquidité l'événement de liquidité du S&P. Mais vu qu'on a un événement de liquidité sur le S&P, quand on regarde l'Ethereum, il fait littéralement une action de prix purement de liquidité. C'est-à-dire que lui, actuellement, proche d'un événement de liquidité, il est en train de faire quoi? Il est en train de venir chercher une grosse zone de liquidité. Donc, si justement les chiffres sont bons et que la direction est haussière sur le marché américain, les crypto-monnaies devraient, entre guillemets, suivre. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que avant la publication des chiffres, eux, les crypto-monnaies ne suivent pas. Et lui, Ethereum, bizarrement, il se décroche du Bitcoin parce qu'il a vraiment, je pense, des intérêts de liquidité à venir chercher sous les 1700. Et une fois qu'on vient chercher ça, bizarrement, si les chiffres sont bons, je serais vraiment pas étonné de voir un truc comme ça. En gros, on est venu chasser tous les stops sous les 1700, et là, le truc, ça remonte sans problème. Par exemple. Maintenant, si les chiffres sont mauvais, qu'Ethereum, il a de l'avance, là, qu'on a un truc comme ça, faudrait pas s'étonner non plus. Mais je pense personnellement qu'on peut pas poser un bottom court terme et faire un swing haussier si vraiment il y en a un qui souhaite se mettre en place. Ici, je parle juste de retracement du mouvement précédent, sans être venu chasser les liquidités qui attendent sous 1700. Il y a trop de gens qui ont des stops actifs sous les 1700. Il y a trop de gens qui ont des liquidations sous les 1700. Ici, Ethereum. Non, ça c'est Bitcoin. Hop. Voilà, il y a trop de gens qui ont des liquidations dans les 1600, 1650, trop proches du prix actuel, pour pas qu'on vienne les chercher. Il y a aussi beaucoup de shorteurs à péter dans les $2000, après dans les 2004, etc. Mais là, il y a vraiment trop de longues à péter dans les 1600. Et du coup, sur le Bitcoin, il y a beaucoup de longues à péter aussi, dans les 27 un petit peu, et un petit peu dans les 25 000, 26 000, donc proche des creux actuels. Donc si on prépare un rallye haussier, il faut d'abord venir chercher ses stops et ses liquidations pour sortir les gens du train, pour que derrière le marché puisse remonter. Donc franchement, bizarre d'avoir une corrélation Bitcoin, Ether et marché américain, etc. totalement décorrélés, alors qu'on a vu que quand ça baissait, quand ça montait. Là, bizarrement, si la direction est vraiment haussière, lui, Ether, il peut pas, avant d'avoir fait un tour, tous ces creux, vraiment repartir, je pense. Voilà, c'est un peu mon raisonnement. J'irai pas plus loin dans l'analyse parce que tout ce que j'ai dit hier, c'est valide, mais c'était juste pour venir sur ça aujourd'hui, donc un petit peu mon raisonnement. Donc des idées de trade toutes connes, mais voilà, si vous voyez qu'on vient ici puis qu'on réintègre,
bah, techniquement, on peut se dire qu'il y a des gros qui sont venus capturer la liquidité ici et qu'on pourrait retourner dans le haut du range, voire peut-être résoudre au nord. Là, j'ai abusé hein, sur l'accélération du prix. Ok. Par contre, si les chiffres sont mauvais, qu'on a un breakout et qu'il n'y a pas de réintégration, il n'y a rien du tout, bon, bah, c'est direction baissière. Et donc, à ce moment-là, on poursuit au sein de la zone de rechargement et il faudra attendre une zone de bottom. Le prochain support, il n'est pas avant les 1400 $, donc ce serait un objectif pour Ethereum s'il y a une vraie cassure. Ok. J'ai fini ici, et pour finir, H-bar, alors hop, avant, le dollar index aussi important à surveiller. Donc on voit que le dollar index chute, bon bah le S&P 500 remonte, le gold remonte, donc l'argent navigue, hein, ça sort du cash, donc du dollar, etc. pour naviguer un petit peu. Les crypto-monnaies ne sont pas choisies pour l'instant. Comme j'ai dit, il y a des intérêts sur les contrats dérivés, sur les cryptos, à aller un petit peu au sud si la direction est haussière. Donc d'abord, on chasse les stops, ensuite on remonte si vraiment c'est haussier. Enfin, si on suit les flux de capitaux des assets à risque et qu'il y a des institutions qui sont intéressées par ce marché. Maintenant, on avait vu ensemble hein, que d'abord, quand on veut réajouter du risque dans les assets à risque, c'est pas les cryptos qui sont premières. C'est d'abord les indices, les stocks, les petites actions, et en dessous, enfin, et sur le côté aussi bien évidemment de l'or, des obligations, etc. Donc tout ce qui est traditionnel. Et ensuite, les crypto-monnaies qui arrivent vraiment en dernier parce que c'est le secteur le plus jeune et le plus volatile et le plus risqué aux yeux des institutions tout simplement. Et du coup, le dollar index qui est toujours dans cette phase baissière, si les chiffres de l'inflation arrivent à réduire un petit peu, que les assets à risque le prennent bien, paradoxalement, la phase inflationniste était très bien pour le dollar index parce qu'il fallait se réfugier dans le cash tout simplement, dans le dollar, qui est la monnaie fiduciaire la plus forte, hein. Enfin, voilà, la monnaie internationale. Maintenant, on sait qu'on aura la hausse des taux en Europe, donc il y a de grandes chances que le dollar index soit déjà en train de poser son top avant cette hausse des taux, parce que le marché a toujours de l'avance. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais c'était pour revenir dessus. Et voilà, le dollar index qui continue de faire des plus bas, donc ça favorise justement une hausse des assets à risque, mais bizarrement, les crypto-monnaies ne suivent pas. D'où les intérêts probables des contrats dérivés. Par contre, si les chiffres du CPI sont dégueulasses et que le S&P redéclenche quelque chose de baissier, bon, bah, ça voulait juste dire que les cryptos ont de l'avance et que Bitcoin va aussi céder son support et revenir au sein de cette mèche ici vers les 25-26 000 $. Et pour finir, du coup, le H-bar. Alors, techniquement, je le trouve super moche, dans le sens où il n'y a rien de bullish ici. Donc, pour un investisseur qui veut faire fructifier son argent, il y a peu de chance. Voilà, j'ai toujours eu du mal à expliquer assez clairement ces deux notions entre un bon prix, donc on trouve une chose qui est un bon prix, et faire fructifier l'argent. C'est deux choses totalement différentes. Un marché peut proposer un bon prix, mais un bon prix peut rester longtemps, et donc l'argent ne sera pas fructifié. Exemple, j'achète du H-bar aujourd'hui à 8 centimes, si 2 ans après le prix il est à 6 centimes, bah j'ai pas fait fructifier mon argent pendant 2 ans, et j'en ai même perdu virtuellement pendant ces 2 ans. Maintenant, si j'investis dans le H-bar et que je me dis ok, je veux faire une plus-value sur 5 ans et que je ne vends pas tant que j'ai pas fait du bénéfice, à ce moment-là, pourquoi pas? On a acheté un bon prix, mais le bon prix peut rester pendant 2, 3, 4 ans, et du coup ça fait que pendant 4 ans, ça a été un mauvais investissement, et c'est de l'argent qui aurait pu être travaillé ailleurs, sur une autre altcoin, dans un autre secteur, sur des petites actions, dans des GAFAM, enfin dans plein de choses, sur des matières, sur la matière première, etc. Donc en gros, en termes de performance d'investissement, sur ces 4 années, c'est mauvais. Maintenant, si la cinquième année, ça explose, bon bah on récupère en gros tout ce qu'on aurait pu faire, voire peut-être même plus. Ok. Donc c'est pour cela que quand je dis que c'est bearish, je dis pas faut shorter H-bar ou faut absolument pas y toucher. Je dis juste que au niveau des probabilités, il y a peu de chances que ce soit un investissement rentable sur du court ou du moyen terme. Sur du long terme, pourquoi pas si le projet vit, dans 5 à 10 ans, on peut se retrouver tout là-haut. Mais en tout cas, sur une échelle d'au moins 3 mois, 6 mois, c'est un investissement qui n'est pas top. Dans le sens où, oui, les prix sont très bien, oui, on est sous des zones de rechargement, ça, il n'y a pas de problème. Et les altcoins sont dans ce cas-là. Donc actuellement, si vous investissez dans les alts ou vous faites du DCA, sur du court moyen terme, c'est pas un investissement top dans le sens où les prix peuvent chuter parce que la charte reste bearish. Maintenant, si vous êtes là pour du très long terme, oui, il y a des probabilités de faire de la plus-value. Mais dites-vous que vous bloquez des liquidités, et il y a d'autres secteurs possiblement qui sont intéressants techniquement et qui, eux, peuvent ramener de l'argent, ok, qui peuvent être réinvestis du coup dans 1 ou 2 ans sur ce genre d'alcool, parce que si le truc il est comme ça pendant 2 ans, bon bah, vous investissez ici, vous bloquez l'argent, il ne peut pas travailler, alors que le mec qui le fait travailler ailleurs, qui fait de la plus-value, il récupère ses plus-values, et quand il y a des vrais signaux de reprise, exemple, DW comme ici, hop, ça consolide, DW, vrai signal de reprise, là j'investis, et là on prend de la valeur, et là on fait du gain, ok. C'est ça la différence. Je peux acheter un bon prix, ça c'est un bon prix, mais voyez que le 28 octobre 2019, admettons, j'achète du H-bar à 3 centimes, en décembre 2020, donc plus d'un an après, on est au même prix, ok. Donc mon investissement, pendant plus d'un an, il n'a rien fait. Pourtant, il y a eu des altcoins qui ont pris de la valeur pendant cette phase ici.
Ok, donc j'aurais pu faire de la plus-value, récupérer de la plus-value, venir investir ici. Mon signal, il est donné sur ce petit W, ok, ou carrément sur le gros W ici. Là, je peux entrer sans problème. Et là, j'ai un bon signal d'investissement. Et là, je fais encore une plus-value jusqu'au top de, enfin si je vends le top, hein, bien évidemment, de 700%, donc du x8. Mais en attendant, juste déjà stratégie chat dans la première vidéo que j'ai faite, explique simplement une stratégie très simple pour faire de la plus-value sur un marché qui monte. Bon bah à ce moment-là, on peut déjà vendre une première fois à 100%, une deuxième fois à 300%, et on a même le luxe de pouvoir carrément vendre au top avec ce genre de stratégie. Ici, parce qu'on est sur du 700%, et on aura pris un bon bénéfice. Et après, bon, tout le reste, c'est à vous de voir comment vous gérez le portefeuille. Mais c'est ça les grandes lignes de cette stratégie, tout simplement. Donc c'est là où je veux en venir. Donc techniquement, bonne localisation, si vous êtes prêt à pas investir cet argent, à pas y toucher, et à accepter que pendant 2 ans, ça peut rien faire, et que H-bar arrive à survivre à ce moment-là, ok. DCA, on commence à acheter un petit peu par un petit peu. Mais mettez-vous en tête que jusqu'au prochain halving, techniquement, c'est un investissement qui peut ne rien ramener. Donc, il faut se mettre ça en tête. Faut pas se dire, j'achète maintenant, ça va remonter absolument. Les prix sont trop intéressants pour pas remonter. Non. Des prix intéressants, ça peut rester longtemps. Et pourquoi des prix intéressants, ça reste longtemps à l'achat? Parce que les institutions, enfin les gros portefeuilles, accumulent tout simplement. Eux, ils veulent accumuler le plus possible quand c'est un bon prix et revendre quand c'est vertical et quand tout le monde en veut, quand c'est le pire moment. Tout simplement. Ok? Alors, du coup, euh, techniquement, rien encore, bonne localisation. Maintenant, on va voir, là je vais diminuer, non, je vais laisser comme ça. On va voir du coup, là il faut que je passe en logarithmique pour bien vous montrer où est-ce qu'elles sont les bonnes zones de localisation. Donc déjà, bon, on a vu zone de rechargement, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi utiliser des fibres en logarithmique, ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc à ce moment-là, la zone de rechargement logarithmique, elle n'est pas avant les 2 centimes jusqu'à 4 centimes, donc ça voudrait dire encore une baisse du prix qui peut aller de 50% à 75%. Je ne dis pas qu'on va les faire, je dis juste que ça, ok, c'est une bonne localisation, et du coup en linéaire, ça correspond à cette zone de prix ici, donc la zone de prix précédente si H-bar arrive à survivre. Maintenant, je repasse en logarithmique, ok, et là, on va voir quelles sont les zones où on pourrait capturer de la liquidité. Il faut savoir qu'en gros, on a le point de contrôle qui est ici, donc c'est la zone dans laquelle on a eu le plus de business. Donc c'est simple, s'il y a des gros qui ont envie de pousser ce marché pour récupérer le plus de liquidité, les gens vont pas vendre techniquement tant qu'on ne passe pas sous cette zone de prix. Donc, la zone de prix majeure, elle est ici. Si le prix il tient ici et qu'on développe de la structure, pas de problème, ça veut dire que les mecs qui ont défendu ce prix ici refusent de voir le prix plus bas, donc on va développer quelque chose comme ça et on va remonter. Et donc là, on a un bon signal. Par contre, si ici on n'arrive pas à tenir, le creux, là vous le voyez bien, il est vraiment ici. Et donc ça, c'est une superbe localisation, c'est un superbe endroit pour venir capturer justement la panique et la capitulation de tous les mecs qui avaient acheté ici, qui n'ont pas forcément pris leurs bénéfices ou qui en ont pris et qui veulent se débarrasser des tokens restants pour les racheter là-bas au sein du creux, parce que là il y a eu peu de business, peu d'échanges, donc il y a peu de gens qui ont tradé cette zone, donc tout simplement les acheteurs d'ici peuvent devenir des vendeurs sous le support, donc à la cassure du support. Donc après on combine l'action du prix, le support il est où? Il est grosso modo ici, donc sous le support, on voit qu'on a le creux, c'est dans cette zone où ça peut devenir hyper intéressant pour capturer du supply au moindre prix, là où il y a peu de gens, il y a eu peu d'échanges, et là on peut récupérer tout simplement beaucoup de liquidité. Voilà, pour faire très simple. Et aussi psychologiquement, tout le monde va avoir ce support, tout le monde va se dire ok, c'est le bon moment de l'acheter. Le prix qui peut consolider les gens qui achètent le support, on casse le support, les gens paniquent, vendent dans le creux et les gros capturent la liquidité et posent un bottom ici pour que le marché puisse repartir. Concept tout simplement de liquidité, un peu ce qui est arrivé au Bitcoin hein, quand on était à 6000 $. Donc beaucoup de gens qui avaient acheté le support, ici pendant des mois et des mois et des mois, ce qui fait qu'on a eu, au niveau du volume profile, vous voyez ici, hop, on a eu une grosse demande, enfin en gros beaucoup d'échanges, gros creux ici, bon bah la smart money qui est venue capturer la liquidité où ça, au sein du creux tout simplement. Là, si je me mets comme ça, on verra mieux. Hop, voilà, au sein du creux ici, et du coup, un petit peu ici au sein de ce creux, également. Pour faire très simple, donc le gros support qui cède, on récupère les mecs qui paniquent sell, on rachète, on pose un bottom, on repart. Bah, H-bar, c'est une chose qui pourrait arriver également. On casse le gros support que tout le monde va voir, tout le monde va se dire non, c'est trop big, ça peut pas casser, etc. Au final, ça se fait défoncer et on pose le bottom plus bas quand tout le monde panique et se dit bon, ça repassera jamais le support ou moi je lâche. J'ai perdu totalement mon investissement. Tout simplement, ok. Donc je pense que j'ai fini honnêtement, je vois pas grand chose d'autre à dire de plus. Oui, j'ai fini, donc simplement un marché qui se reprend, c'est un marché qui est plat et qui refait des creux et sommets ascendants, creux, sommet, creux ascendant, cassure, sommet ascendant, ça c'est haussier. Là actuellement, on est dans du creux et sommet descendant, sommet,
creux ascendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Donc là, on peut littéralement faire ça aussi, hein, jusqu'à ce qu'on ait l'inverse. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. On redevient haussier. Ok? Donc voilà. Et j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le salon Bienvenue ici du Discord. À ce stade du mois, c'est paiement exclusivement en crypto-monnaie pour Patreon. Enfin, via Patreon, c'est trop tard. Tout ce qui est paiement bancaire et PayPal, c'est pas avant le 1er juin. Maintenant, si vous voulez rejoindre via les modalités crypto, c'est quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, ça change absolument rien. Si vous rejoignez aujourd'hui 27 mai, vous aurez accès jusqu'au 27-28 juin, voire 29 juin, vu qu'on est en week-end, tout simplement. Et du coup, toutes les modalités sont ici, tout est expliqué ici. Si vous avez une quelconque question, vraiment, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID qui se génère tout seul quand vous faites une transaction. Ok, donc ça, c'est ce qui nous prouve que vous avez bien fait la transaction. Vous ne l'envoyez à tous les professeurs, c'est pas du spam, le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève et vous avez accès à l'école directement. On se retrouve donc du coup lundi, bon week-end à tous, on se retrouve lundi, ciao ciao.